Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures, mesdames et messieurs, avec à l'affiche pour vous aujourd'hui cet ouvrage. Le titre, je cite, Camboiro ou le sixième continent, voyage dans les entrailles d'une prison. Son auteur, Fasseli Demara, va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Camboiro ou le sixième continent. Voyage dans les entrailles d'une prison. Le 3 avril 1984, l'armée populaire et révolutionnaire de Guinée au petit matin occupe selon elle les fauteuils vides. Le 9 avril 1984, les nouveaux maîtres de la Guinée ouvrent à l'intention des masses médias les grandes portes métalliques de la prison Boiro de Conakry. L'auteur, qui était de la visite, diffuse dans la soirée son reportage. Le succès est phénoménal. Le reportage s'avère insuffisant. Naquit alors officiellement une émission. À vous la parole. Les rescapés se bousculent pour y témoigner. Les Guinéens se bousculent pour écouter. Dans le présent ouvrage, l'auteur donne la parole aussi bien à l'histoire qu'à ces rescapés qui ont voulu et pu témoigner pendant 93 jours. Monsieur Fasseli Demara, bonjour. 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 Merci de répondre à notre invitation. Camboiro ou le sixième continent, voyage dans les entrailles d'une prison, c'est le tout nouveau, vraiment le tout dernier ouvrage que vous venez de publier chez l'Harmattan Guinée. Et on est content de vous recevoir, je crois, pour la deuxième fois sur notre plateau. Merci, effectivement, oui. Téléspectatrices, téléspectateurs, si vous venez seulement de nous rejoindre, nous avons donc aujourd'hui pour vous Monsieur Fasseli Demara sur le plateau. Et puis on va faire la causette autour de son ouvrage Camboiro ou le sixième continent, voyage dans les entrailles d'une prison. Voilà, effectivement, le Camboiro est l'objet de cet ouvrage, ce tout nouvel ouvrage. On va dire tout nouveau. Et puis, effectivement, il vient sortir à l'occasion des 72 heures du livre. On est tout heureux de pouvoir vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. Merci beaucoup. Je suis flatté. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est un ouvrage important, on aura l'occasion d'en parler. Je voudrais commencer tout de suite par vous, parce que bon, vous avez commencé l'ouvrage avec quelque chose de très très charmant. Une conversation entre une vieille bouche et de nouvelles oreilles. Hein, et on va partager ça avec les téléspectateurs. Nous, ça m'a vraiment, en tant que lecteur, hein, c'est le lecteur que je suis, a été très charmé parce que la profondeur et puis l'originalité aussi de la démarche. Ouvrir comme ça un ouvrage avec cette façon, ça contient un message profond. Hein. Il s'agit donc, je disais, d'une conversation entre, vous avez mis ça entre guillemets, une vieille bouche et de nouvelles oreilles. Oui, vous avez en Afrique, hein, quand on dit une vieille bouche, c'est le cheveu blanc. Oui. C'est-à-dire c'est l'expérience, La sagesse. c'est la sagesse, c'est le troisième âge. Oui. Donc de nouvelles oreilles, c'est le jeune. Pardon, hein, le transfert de connaissances doit se faire entre les deux. La vieille bouche est censée connaître beaucoup que les nouvelles oreilles ne connaissent pas. Oui. Donc, je situe mon livre dans la vieille bouche. Et pour les nouvelles oreilles, oui. les jeunes. Oui. C'est-à-dire que d'emblée, vous impliquez la jeunesse. Oui. Un souci de transmettre, un souci de les éclairer. Voilà, ça, et on le découvre, le lecteur le découvre tout le long. Camboiro ou le sixième continent, voyage dans les entrailles d'une prison. Alors on a toujours, c'est pas un problème, on est toujours, il y a toujours beaucoup de questionnements qu'on se pose hein, au sujet des titres de vos ouvrages. D'ailleurs, vous nous expliquez le souci que vous avez eu à choisir. Il y en avait plusieurs, mais et d'ailleurs, et ça c'est intéressant aussi. Juste donc après cette conversation, alors on va partager la conversation avec les téléspectateurs. Nous sommes le samedi 15 octobre 2016, dites-vous. Lui et moi étions assis sous mes manguiers dans ma cour fermée. Alors, vous expliquez, la cour fermée, c'est le domicile. À Conakry, République de Guinée. Moi, je suis né le 25 juillet 1951
à Dabola. Lui, le 17 novembre 1991 à Conakry. Entre nous deux, 40 ans d'écart. J'engage une conversation avec lui sur le Cambouaro ou le sixième continent. Dites-vous, moi, as-tu entendu parler du Cambouaro? Lui, ah oui, le capitaine Dadis a bien restauré le coin. Moi, ok, mais je te parle du Cambouaro. Lui, je te parle du même camp. Moi, l'actuel camp s'appelle Camp Kamayen. Lui, ah, je vois, qu'est-ce qu'il a de particulier? Hein, ça, c'est les nouvelles oreilles qui disent ça. Moi, la vieille, la vieille bouche, je te laisse le soin de te répondre. Alors, lui, à vrai dire, je n'en sais rien. Moi, il y avait à cet endroit une prison. Lui, du temps de quel président? Sékou Touré ou Lansana Conté? Et puis, il n'existe pas de sixième continent sur notre planète. Moi, à quoi sert la vieille bouche si elle ne peut alimenter les nouvelles oreilles? Lui, de nous deux, qui est vieille bouche, qui est nouvelle oreille? Moi, toi parce que tu es jeune et que tu as pour ce faire tendance à ne pas te soucier que du présent et du futur. Tu es nouvelle oreille. Moi, à cause de mon âge, je suis vieille bouche puisque j'ai le passé et le présent enfoui en moi, surtout le passé que tu as intérêt à maîtriser pour ne pas trébucher ou ne pas tomber carrément pendant ta marche ascendante. Lui, alors, nouvelle oreille nouvelle oreille est prête à prêter son oreille à vieille bouche. Moi, merci, ouvre alors mon livre. Donc, on va ouvrir ensemble avec les téléspectateurs le livre. Je disais que c'était charmant parce que c'est cette conversation entre, on va dire, la nouvelle génération et l'ancienne génération. Et l'ancienne génération est vraiment importante parce que la plupart des ouvrages sur le Cambouaro, d'une manière générale, je me permets de faire ce petit détour, les auteurs expliquent le souci de dire la vérité à la jeunesse, de faire savoir cette histoire à la jeunesse, cette histoire bien entendu douloureuse mais importante. Ce travail de mémoire s'adresse beaucoup plus, en tout cas du point de vue des auteurs, à la nouvelle génération. C'est pour ça que je dis que vous posez vous ouvrez donc la question comme ça. Et puis il y a la dédicace, et toute particulière aussi cette dédicace, parce que vous dédicacez le livre en gros à tout le monde. Je veux dire, aux victimes du Cambouaro, hein, en lisant, c'est long, mais aux jeunes, à toutes les catégories de la société. Et surtout, ce qui est frappant là-dedans, très rapidement, c'est que aux acteurs même de la prison du Cambouaro, les tortionnaires, ceux qui y ont travaillé, je veux dire, le docteur s'est dit, ah oui, mais comment on peut adresser aussi cet ouvrage aux gens qui ont alimenté tout ce qu'on peut déplorer, hein, ces horreurs et tout ça. C'est juste parce que je m'adresse à leurs enfants précisément, que vous soyez bourreau, que vous ayez appartenu aux différents gouvernements révolutionnaires, que vous ayez été victime du Cambouaro, que vous ayez été journaliste, que vous ayez été fils de chef de canton, etc. etc. Je pense que le livre, je leur dédie dans la perspective du grand pardon national. Hein? Le passé, il faut le connaître, mais il faut trouver une solution à tout ça. Ouais. Et dans un de mes chapitres, à qui la faute, quand vous voyez ça, à qui la faute, une réponse à la dédicace ici. Hein, à la dédicace. Je ne vais pas rentrer en profondeur là-dedans, mais quelque part, les responsabilités sont très partagées, à des degrés différents, bien sûr. Oui. Voilà, c'est pourquoi je dédie à tout le monde, vous avez bien vu, y compris les enfants de ceux-là qui ont dirigé les pelotons d'exécution, ont appartenu aux pelotons d'exécution. Oui. Et c'est ça qui est très fort là-dedans. Bon, je veux dire, tous. Je rêve d'une Guinée où tous les enfants de tous ces gens que je nomme sont assis et puis ils prennent une tasse de café ou un vin, pourquoi pas. Hein? Le message est profond et la démarche aussi est toute, on va dire,
est louable. Et ça, on va le découvrir maintenant dans l'ouvrage, parce qu'il s'agit aussi de permettre à nos téléspectateurs de savoir de quoi il s'agit dans l'ouvrage. Vous avez, en introduction générale, pris le temps d'expliquer, mais vraiment, vous avez pris suffisamment de temps. À un moment donné, l'auteur, le lecteur que je suis, j'ai été même un peu agacé de voir l'introduction, mais très longue. Mais en même temps, on perçoit le souci de dire clairement, d'expliquer alors, au lecteur avant qu'est-ce que je dis dans cet ouvrage, comment je le dis, pourquoi je le dis, et surtout la structure. Alors, vous avez fait un travail méticuleux qui permet au lecteur de savoir comment on va dire, il va se promener dans l'ouvrage. La structure est avec beaucoup de pédagogie, une structure vraiment qui permet de voir le squelette, le schéma de l'ouvrage. Alors, j'insistais sur ça parce que effectivement, ça situe le lecteur. Et d'ailleurs, c'est là où on apprend, enfin, vous faites, vous indiquez au lecteur qu'il y a 3 chapitres. Le chapitre 1, et ça c'est les complots en Guinée, mythe ou réalité. Et c'est vrai que ce chapitre n'est pas, ouvrir comme ça l'ouvrage avec ça, c'est intéressant parce que cette question reste. Et c'est l'un des sujets, même, on va dire, l'un des points de discorde sur la problématique, sur cette mémoire, on va dire, douloureuse. Cette question même, on va dire, en quelque sorte, ça c'est le point de vue du lecteur, et l'un des points, on va dire, qui alimente, si vous voulez, les malentendus sur ça. Il fait de cette mémoire une mémoire conflictuelle, à la limite, de savoir les complots. Est-ce que c'est vrai les complots? On parle de complots, de vrais complots, de faux. Et là, vous abordez la question de façon très objective. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu en le lisant, de façon très objective. Je parle du premier chapitre qui lui-même est divisé en 3 points. Donc, la problématique des complots y est abordée. Et puis, il y a les complots, rappels et points de vue. Ensuite, il y a l'arrestation, le 3e point qui porte sur les arrestations ou les ramassages des comploteurs. Là-dedans, vous notez, on abordera ici les normes juridiques et humaines d'incarcération des traites, entre guillemets, des traites, et les différentes formes de mise en détention. C'est-à-dire que, et il y a un élément, avant peut-être de voler, que j'ai envie de dire, il y a un contexte à la rédaction de cet ouvrage. Vous l'expliquez dans l'ouvrage. On va partager avec les téléspectateurs. Alors, tout est parti de l'émission À vous la parole. Vous expliquez aussi le contexte dans lequel cette émission est arrivée. C'est-à-dire qu'après l'accession, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, après le décès du feu président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, les nouvelles autorités, les nouveaux maîtres du pays ont ouvert les portes. Et tout ça n'était pas fait comme ça au hasard, qu'il y a eu un communiqué, le communiqué numéro 1 du CMRN indiquait des choses, et on va vous entendre sur ce contexte-là, et puis qui a donné naissance justement, vous en tant que journaliste, vous arrivez sur le lieu du camp Boiro. C'était une visite où tout le monde était rentré, et au sorti de cette visite, vous diffusez un reportage. Tout est parti de là. Mais vous savez que ce fut un processus de conscientisation. Au moment où les militaires prenaient le pouvoir, moi j'avais une dimension critique très développée. Ma curiosité était complètement aiguisée par 2 personnes. Le ministre Bianzin, que je considère comme mon père spirituel, mon coach, mon mentor, etc., qui était un homme hyper critique. Hyper critique. Ce n'est pas des critiques qu'il formulait comme on le fait aujourd'hui, il s'arrêtait partout. Mais avec nous et avec le président de la République, il disait ce qu'il pensait. Donc lui, j'avais pris l'habitude d'entendre ses critiques,
de faire des constats par rapport à la Révolution, les côtés négatifs. Hein. Et puis, il m'a fait lire des livres aussi. L'aveu d'Arthur London, le procès de Kafka, la 25e heure, etc. Bon. Et j'avais aussi une amie, j'ai même une amie, elle vit encore, la fille de Thibault, avec qui je parlais fréquemment de son papa, beaucoup, qui était en prison. Bon. Un jour, elle me dit, tu sais, tel m'a dit, une autorité, et je cite l'autorité, m'a dit que mon père était encore vivant. Hein? Non, je m'excuse, je rectifie. M'a dit que, m'a demandé si j'avais des nouvelles de mon père. Donc je conclus que mon père est vivant. Elle m'a dit ça, j'ai dit bon. Après, je demandais à Béhanzin, qui a eu une réaction pas très habituelle dans de telles circonstances. Donc, quand les militaires venaient, en tant que journaliste, je me demandais qu'est-ce qui se passe réellement par là-bas. La dimension critique était là déjà. Hein? Et c'est ainsi, quand ils ont pris le pouvoir, j'étais dans les studios, je demandais à un officier, ils n'avaient pas leur grade dans les studios, ceux qui ont fait le coup d'État. Mais en tant que fils de militaire, dès que je vois des militaires marcher, s'ils sont 4 ou 5, je sais automatiquement qui est leur chef, même s'ils n'ont pas les grades, parce qu'il y a des indices là-dedans. Donc je demandais à cet officier, j'ai dit, mais que sont devenus les prisonniers politiques du Kambouaro? Il m'a regardé droit dans les yeux et dit, je vous répondrai. Donc le 9 avril, quand ils ont ouvert, moi, j'ai été informé, et puis ce qui a fait que je fus le premier, après beaucoup de temps, à voir le Kambouaro. Et le soir, en tant que journaliste, j'ai dit non, je n'ai pas visité le Kambouaro pour me taire. J'ai visité pour dire ce que j'y ai vu et ce que j'ai fait. Donc c'est un peu le contexte. Et l'émission a eu beaucoup de succès. La preuve est que 34 ans après, on continue de parler de cette émission. Vous avez eu des retours justement, et puis après... Mais juste une petite question. Ce contexte-là, effectivement, le contexte s'y prêtait, on changeait de régime là et tout, mais comment vous viviez ça au moment où vous receviez ces témoignages, je veux dire, encore un peu frais? Oui, quand j'ai fait passer, j'ai diffusé, c'est un rescapé qui m'a appelé de l'abbé. Oui. Je raconte vous un le peu dites dans le livre. l'ouvrage, oui. Il m'a dit, Monsieur Mara, merci beaucoup pour votre description de l'enfer. Il dit, mais ce que vous avez dit est nettement en deçà de ce que nous avons vécu. Il dit, donnez-nous l'occasion de parler. Donc, sur le champ, j'ai eu l'idée, j'ai dit, mais à vous la parole. J'ai dit, pourquoi? Il demande la parole. Je donne la parole, je dis à vous la parole. Et puis, j'ai mis toute une batterie en branle. Et voilà, l'émission a pu tenir. Kambouaro, ou le 6e continent, voyage dans les entrailles d'une prison. Donc, c'est le titre du tout nouvel ouvrage de Fassili Demara, autour d'ailleurs duquel on fait la causette. Alors, c'est vrai que il y a quand même quelque chose que je ne me suis pas empêché, c'est le lecteur qui parle, de me poser. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le Kambouaro, ou même sur d'autres prisons, mais je veux partager ça avec vous, partage avec les téléspectateurs. Une prison, quelle que soit la prison, même si elle n'est pas le Kambouaro, une prison, c'est pas fait pour chuchoter, non? Oui, mais c'est pas fait non plus pour détruire. Oui, alors, justement... Une prison est faite pour éduquer. Pour éduquer. Mais quand elle arrête son rôle d'éducation et se dirige vers la destruction physique, la destruction mentale, la destruction biologique, ce n'est plus une prison, à mon avis. Ce n'est plus une prison. Alors, l'autre observation aussi qui est venue, merci pour cette réponse, c'est que on peut dire que on regarde, enfin ça c'est une remarque que j'avais reçue un auteur, on parlait aussi du Kambouaro qui m'avait fait le retour suivant au téléphone. Je me suis dit, aujourd'hui je vais en parler avec vous, qui fait attention, connaît ce qui se passe avec le Kambouaro. Je pense qu'on regarde cette période avec les lunettes d'aujourd'hui.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelque part, oui. Quelque part, il a raison. Parce que, pardon, il faut toujours contextualiser. Voilà. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, et quand vous lirez le livre, vous comprendrez, Oui. je fais une analyse de ce qui s'est passé. Mais nulle part, dans aucun contexte, on ne peut permettre qu'une prison détruise biologiquement des êtres humains. Oui. C'est pourquoi je dis voyage dans les entrailles d'une prison. Oui. Ce qui m'importe, c'est comment un régime a pu traiter ses propres enfants dans un coin du pays, dans des conditions absolument inhumaines. Oui. C'est ce qui m'intéresse. Oui. Et c'est l'objet de mon livre. Si vous le prenez, vous avez parlé de 3 parties, mais si vous le mettez en pourcentage, les 70% de mon livre sont consacrés aux conditions de vie des êtres humains dans la prison. Oui. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que le Camboiro, je rappelle vraiment, le Camboiro, le 6e continent, voyage dans les entrailles d'une prison. Effectivement, comme vous le dites, et je parlais de l'objectivité, il y a beaucoup d'éléments qui le montrent. D'ailleurs, vous êtes très attaché à ça. On le comprend, comme d'ailleurs pour le Caïman, l'autre ouvrage, le Caïman, c'est tu pour de bon, le souci de la précision, les détails. Et ça, c'est important. Et c'est là où, effectivement, je pense, hein, comme vous avez souhaité dans l'ouvrage, parce que c'est indiqué là-dedans, que ça puisse apporter beaucoup de choses en éclairage sur le Camboiro et la Révolution. Mais je veux dire, c'est vraiment fort parce que là-dedans, vous expliquez dans un passage, j'avais noté ça, je voulais échanger là-dessus avec vous, à propos donc du Camboiro. Vous signalez que aucune personne, enfin, c'est un regard croisé des témoignages que vous analysez. Donc chaque témoignage apporte quelque chose. Vous expliquez clairement là-dedans, ça a retenu l'attention du lecteur que je suis, que aucune personne, aucun témoignage ne peut, en gros, je dis ça avec mes mots, ne peut dire qu'il a tout vu. Aucun témoin ne peut dire que j'ai tout vu. Tout ce qu'il y a eu comme horreur au Camboiro, moi j'ai tout vu parce que chacun va traduire, va indiquer son expérience. Et les témoignages mis comme ça à examiner nous apportent cet autre éclairage aussi. C'est un peu comme la vie. Et puis il y en a d'autres qui y sont rentrés et qui sont sortis. Il y en a qui ont eu plus de chance, moins de chance que d'autres, et etc. Tous ces éléments-là. Oui, effectivement. C'est comme en psychologie, un individu est un individu. Vous êtes un individu, j'en suis un. Nous ne pouvons pas nous ressembler à 100%. Oui. Hein, c'est comme à Boireau, c'est-à-dire que chaque rescapé est un cas à part. Oui. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses communes, par exemple la diète, etc. Même ça encore, il y en a qui te diront, non, moi je n'ai pas fait la diète. Si, moi j'ai fait, il y en a qui ont dit, j'ai fait 8 ans, je n'ai jamais été interrogé, il y en a qui ont dit, dès que je suis... Alors, tu vois, donc l'intérêt du livre, c'est que j'ai écouté plusieurs d'entre eux et j'essaye d'analyser à travers leurs déclarations. Et je suis très heureux, il y a un enfant d'une victime qui a acheté, je crois, 4 exemplaires du livre, tout en me disant, M. Mara, je suis enchanté, jamais, au plus grand jamais, je n'ai lu un livre aussi analytique sur le Camboiro que votre livre. J'étais très content. Victime, le fils de victime du Camboiro. Il dit, je suis jeune, ça m'a permis de rentrer dans l'esprit d'analyse du Camboiro. Donc, moi,